J'étais debout depuis 5 heures du matin. Non pas parce qu'on m'y avait obligé, mais parce que je voulais que le repas de Noël de cette année soit parfait. La cuisine était embaumée par l'odeur du beurre, de la cannelle et de la sauge, me rappelant mes souvenirs d'enfance en Bretagne. La dinde de 8 kilos, marinée toute la nuit, rôtissait doucement à 180 degrés Celsius dans le four. Je me tenais près de l'évier, mon tablier noué autour de la taille, découpant des parts de bûche au marron tout en écoutant le crépitement régulier de la pluie sur le toit de la véranda. Derrière moi, le téléphone de mon mari, Mathieu, a sonné pour la 6e fois de la matinée. J'ai jeté un coup d'œil par l'encadrement de la porte. Il s'attardait près de la table à manger, les yeux rivés sur son écran, les lèvres étirées par un sourire. Ce sourire, il ne m'était plus destiné depuis bien longtemps. « Mathieu, tu peux m'aider à mettre le plat de pommes de terre au four ?» ai-je appelé. « 1 minute » a-t-il répondu, ses doigts dansant sur l'écran comme tirés par des fils invisibles. J'ai serré le torchon dans mes mains. Évidemment, comme chaque année, j'avais tout fait toute seule, le ménage, la cuisine, l'élaboration du menu. Mais cette année, l'ambiance était différente. Non pas parce que j'étais fatigué, mais à cause d'une douleur sourde dans ma poitrine, une douleur que je repoussais depuis des mois. À 11h30 précise, mes enfants sont arrivés. Chloé venait de faire la route depuis Bordeaux, les yeux légèrement cernés par ses révisions tardives, mais affichant son plus beau sourire. Hugo, qui travaillait maintenant à Paris, m'a enlacé par derrière pendant que je remuais la sauce aux érelles, me taquinant, « Cette maison sent toujours comme le meilleur endroit sur Terre, tu le sais ça, maman ?» Il a souri doucement, et l'espace d'un instant, chaque heure de sommeil sacrifiée en valait la peine. La table de la salle à manger était dressée avec soin. J'avais sorti la porcelaine rose poudrée avec son liseré doré, celle que nous ne sortions que pour les grandes occasions. Les bougies diffusaient une lueur tamisée. Les serviettes en lin étaient méticuleusement pliées. Chaque détail avait été pensé. Mathieu n'a fait aucun commentaire. Une fois tout le monde installé, j'ai servi le vin et écouté les rires des enfants résonner dans la pièce. C'était cet instant précis que j'avais imaginé à travers chaque corvée et chaque recette. Mais soudain, Mathieu a posé son verre et s'est levé brusquement. « J'ai quelque chose à vous annoncer. » Sa voix était si calme que c'en était troublant. Le silence est tombé sur la table. J'ai vu la main de Chloé se figer en l'air. Hugo a froncé les sourcils. Mathieu s'est éclairci la gorge et a réajusté sa chemise, comme s'il s'apprêtait à faire une présentation devant un conseil d'administration. J'ai décidé de vendre cette maison. Quoi ? A presque crié Hugo. Mathieu a poursuivi, n'autorisant aucune interruption. Sophie et ses enfants ont besoin de plus d'espace. Clara vient d'avoir 4 ans, et les jumeaux vont bientôt rentrer au CP. Son appartement est trop petit pour 3 enfants. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me pousser violemment au milieu d'une pièce bondée. Sophie. Ce nom que j'entendais en passant depuis plus de 6 mois, la collègue qui appelait en dehors des heures de bureau, l'amie du service marketing qui avait besoin de soutien émotionnel. Elle avait maintenant 3 enfants et une maison que Mathieu prévoyait de lui offrir. Chloé m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Hugo a bondi de sa chaise, le regard fulminant. J'ai fixé Mathieu, l'homme qui venait d'utiliser sa voix pour détruire tout ce que j'avais construit en 19 ans, notre foyer, notre confiance, les moments sacrés de notre famille, et ce, devant nos propres enfants. Il n'avait pas hésité à nous amputer pour dégager la voie à une autre femme. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas jeté mon verre de vin contre le mur, je n'ai pas pleuré à table. Je me suis levé, lentement, d'un pas assuré, comme si chaque mouvement avait déjà été répété. J'ai marché jusqu'à la cuisine, j'ai ouvert le 3e tiroir où j'avais caché l'enveloppe depuis 3 semaines. De retour à table, je l'ai déposé à côté de l'assiette de Mathieu, juste à côté de la tache de sauce qu'il avait faite en divagant sur la nouvelle maison et le fait que les enfants avaient besoin d'un plus grand jardin. Puisque c'est le jour des grandes annonces, j'ai aussi quelque chose pour toi. Je me suis rassise, j'ai posé mes couverts et j'ai plongé mon regard dans le sien. Il a fixé l'enveloppe comme si elle était apparue par magie et, pour une fois, l'arrogance habituelle dans ses yeux s'était volatilisée, remplacée par quelque chose qui ressemblait à du malaise, peut-être même de la peur. Comme s'il sentait qu'il n'y avait pas que du papier à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé d'une voix éraillée. Mes lèvres se sont légèrement soulevées, un sourire dénué de chaleur, dénué de colère. « Un cadeau pour ta clarté d'esprit. » Puis,
j'ai calmement coupé une autre part de bûche, mâchant lentement même si ma gorge était sèche. Je n'avais pas besoin de lui faire un dessin. Je voulais qu'il l'ouvre lui-même. Chloé, a-t-il chuchoté. Maman? Depuis combien de temps es-tu au courant? Je n'ai pas quitté Mathieu des yeux. Assez longtemps pour être préparé. Assez longtemps pour ne pas ruiner ce repas avec une crise de nerfs inutile. Pour Mathieu, cette enveloppe n'était qu'un paquet de feuilles, mais pour moi, c'était une déclaration silencieuse, je sais tout, et j'ai déjà 3 coups d'avance. Je me souviens encore de la nuit exacte où j'ai commencé à avoir des soupçons. C'était une soirée froide et pluvieuse de mars. Je l'attendais comme toujours. En 19 ans de mariage, il n'était jamais rentré après 22 heures sans prévenir. Mais ce soir-là, l'horloge a dépassé 23h30, et tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement du frigo et la pluie contre la vitre. Quand il a finalement passé la porte, le manteau légèrement froissé, les cheveux visiblement fraîchement peignés, j'ai su que quelque chose clochait. Désolé, la réunion s'est éternisée. Il a jeté sa sacoche sur la chaise, évitant mon regard. J'avais réchauffé les lasagnes 3 fois. Je lui ai posé des questions sur le projet, sur le client, sur les personnes présentes à la réunion. Il avait réponse à tout, un discours fluide, net, sans faille. Peut-être trop sans faille. Après cette nuit-là, les réunions tardives ont commencé à se multiplier sur son agenda. J'en prenais note, mais je ne disais rien. Je me persuadais qu'il était simplement dévoué à son travail. Je me disais que je me faisais des films. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à observer. La première fois que j'ai entendu le nom de Sophie, c'était un soir de fin avril. Je faisais la vaisselle après le dîner quand le téléphone de Mathieu a sonné. L'écran s'est illuminé avec le nom Sophie Monsieur Marketing. Je n'étais pas du genre à fouiller dans les messages de mon mari, mais quand je l'ai vu rejeter l'appel et taper rapidement « N'appelle pas maintenant, elle est à la maison », je me suis figé devant l'évier. À partir de ce jour-là, le nom de Sophie a commencé à apparaître plus souvent dans nos conversations banales, dans des remarques désinvoltes lorsqu'il parlait des idées de l'équipe marketing, ou lorsqu'il décrivait une femme brillante qui venait de rejoindre l'entreprise. Une Sophie qui comprenait vraiment la psychologie des clients, qui était tellement créative dans ses stratégies de campagne, qui traversait un divorce difficile et avait besoin de parler. Et moi? Qu'en était-il de moi? Un matin de début mai, j'ai vu par accident une photo s'afficher sur l'écran du téléphone de Mathieu pendant qu'il faisait la sieste sur le canapé. Elle avait été prise dans un parc. Mathieu, vêtu de son habituel t-shirt gris, nouait les lacets d'un petit garçon. À côté de lui se tenait une femme brune, les bras enroulés autour d'une petite fille arborant un sourire radieux. Je ne savais pas si je devais avoir le cœur brisé ou être stupéfaite, car cette photo avait été prise le jour même où il m'avait dit qu'il allait voir un match de foot avec Hugo. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mes recherches. Sophie Martin, résident en banlieue nord, ancienne directrice marketing dans une petite agence, mère de 3 enfants, récemment divorcée à la fin de l'année dernière. Ses réseaux sociaux étaient remplis d'images de sa nouvelle famille, des enfants, des pique-niques, des dîners joyeux, et un homme sans visage que j'ai reconnu instantanément, Mathieu. Il avait un jour refusé de m'emmener à cette fameuse pâtisserie de la rue des Lilas, prétextant que c'était trop loin, ça n'en vaut pas la peine. Pourtant, sur l'une des photos de Sophie, elle souriait à côté d'un cupcake rose avec la légende « Une douceur offerte par celui qui rend ma vie plus belle ». Perdu, humilié, anéanti, j'ai porté cette tempête d'émotions en moi tout au long du mois de juin. Mais je n'ai toujours pas agi. Je ne l'ai pas confronté. Il m'en fallait plus. J'avais besoin de certitude. Puis est venu le jour où Chloé a mentionné, avec le ton de l'innocence la plus totale, la dernière fois que j'ai vu papa en centre-ville, il était avec quelqu'un et 3 jeunes enfants. Je croyais que c'était une collègue, mais la façon dont ils marchaient ensemble, ça faisait un peu penser à une famille, tu vois. Là, j'ai su. C'est à ce moment-là que tout est devenu douloureusement clair. Mathieu ne faisait pas que me tromper. Il construisait une nouvelle vie, une nouvelle famille, tout en s'attendant à ce que je continue de dresser la table, de planifier notre anniversaire de mariage et de rappeler à nos enfants d'appeler leur père plus souvent. Je ne me sentais plus comme une épouse. Je me sentais comme une figurante, la femme qui gardait la maison au chaud au cas où il aurait besoin de faire une pause dans son autre vie. Mais je ne l'attendais plus le soir.
À partir de cet instant, j'ai commencé à tout documenter. Chaque détail, chaque commentaire étrange, chaque transaction bancaire suspecte. Pas pour pleurer, pas pour accuser, mais pour me préparer. Me préparer pour aujourd'hui, le jour où il s'est calmement levé lors du repas de Noël pour annoncer à nos enfants qu'il donnait notre maison à une autre femme et à ses enfants. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie moi aussi une annonce à faire. Et ce n'était pas le dessert. L'enveloppe est restée scellée ce soir-là. Ce n'était pas nécessaire. Je savais exactement ce que j'y avais glissé, et je savais que c'était assez lourd pour empêcher Mathieu de dormir pendant de nombreuses nuits. Cette enveloppe contenait des choses qu'il ne pouvait pas effacer, qu'il ne pouvait pas manipuler avec ses mensonges habituels, des preuves financières, claires, notariées, avec des chiffres et des dates précises. Tout avait commencé début juillet, lorsque j'ai reçu un avis d'EDF. La facture du mois précédent n'avait pas été payée. C'était la première fois en près de 20 ans que mon nom figurait sur une liste d'impayés. Je me suis figé. Je transférais ma part des dépenses du foyer à Mathieu comme toujours. Il était censé gérer le reste. Et il n'avait jamais manqué un paiement. Je l'ai appelé juste après avoir raccroché avec le fournisseur d'énergie. Je croyais que tu avais payé la facture. Ça doit être un bug informatique. Je vérifierai plus tard. Ne t'inquiète pas. Mais je me suis inquiété. À partir de ce jour, j'ai discrètement vérifié les comptes bancaires liés à nos deux noms. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a presque fait lâcher mon téléphone. Un nouveau compte épargne ouvert il y a 11 mois, au nom de 2 personnes seulement, Mathieu Laurent et quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, Sophie Martin. Au début, j'ai cru à une erreur. Mais en épluchant les relevés, j'ai senti mon cœur se glacer. Les transactions étaient constantes, presque quotidiennes. 75 € chez Petit Rêveur, un magasin de meubles pour enfants. 120 € chez Aux Délices Sucrées, réputé pour ses gâteaux d'anniversaire sur mesure. 350 € chez À Petits Pas, une boutique de chaussures pour enfants haut de gamme. 700 € versés à l'école maternelle Les Lucioles. Aucun de ces noms n'avait de lien avec moi ou nos enfants. Je suis retourné vérifier nos factures domestiques. L'électricité avait été repoussée. Notre forfait Internet avait été réduit pour limiter les coûts. L'argent pour le loyer étudiant de Chloé, que je croyais que Mathieu avait transféré, n'était jamais arrivé. Je me suis assise au milieu de ces papiers, les paumes glacées. Mathieu avait siphonné l'argent de nos comptes matrimoniaux pour entretenir 3 enfants qui n'étaient pas les siens, tout en laissant sa propre fille galérer avec des bourses et des petits boulots. J'ai commencé à imprimer tous les relevés bancaires des 3 derniers mois. Page par page, transaction par transaction. Je ne voulais pas y croire, mais chaque ligne imprimée m'enfonçait un peu plus dans une vérité indéniable. L'homme que j'avais épousé avait utilisé l'argent de notre famille pour en bâtir secrètement une autre, et avec un plan très clair. J'ai trouvé un paiement suspect et conséquent, 1980 € versés à un cabinet de décoration d'intérieur dans le Marais. J'y suis allé en personne, me faisant passer pour une cliente potentielle. La réceptionniste a regardé la photo que je lui ai montrée et a immédiatement dit « Oh, c'est l'appartement de Madame Martin et de son compagnon, n'est-ce pas? Ils viennent de terminer la décoration de la chambre des enfants. Nous avons encore les échantillons si vous voulez voir. » J'ai réussi à formuler un merci courtois, tout en sentant quelque chose s'effondrer derrière mes côtes. De retour à la maison, j'ai ouvert la penderie de Mathieu. Dans la poche latérale de la veste qu'il portait souvent pour ses rendez-vous clients, il y avait une liasse de reçus. Des courses alimentaires, des magasins de jouets, des pharmacies. Tout pour des articles pour enfants. Il y avait même la facture d'un gâteau d'anniversaire au glaçage rose sur lequel était écrit « Joyeux 5e anniversaire Léa ». Léa n'était pas ma nièce. Elle n'était pas non plus une amie de Chloé. Léa était la fille de la femme que Mathieu protégeait secrètement. J'ai tout rassemblé, relevé, reçu, photos, historique de transactions, et je les ai scellés dans une grande enveloppe. J'ai écrit Mathieu sur le devant, avec cette même écriture soignée que j'utilisais autrefois pour lui écrire des lettres d'amour à l'époque où nous sortions ensemble. Je n'ai rien écrit d'autre. J'ai laissé les chiffres et les papiers parler d'eux-mêmes. Ce soir-là, alors qu'il était dehors en train de parler à Sophie au téléphone, prétextant un appel professionnel, je me tenais dans l'obscurité, la main posée sur le loquet de la porte, et j'ai entendu chaque mot. Ne t'inquiète pas. La maison sera à ton nom d'ici la fin du mois.
Ce ne sont que des formalités. Vas-y, choisis la couleur des rideaux. J'ai fait demi-tour, j'ai allumé mon imprimante et j'ai commencé à faire une deuxième copie pour mon avocat. Je savais que j'en aurais besoin. J'ai rencontré Grégoire Mercier un lundi matin de début septembre, dans un bureau baigné de soleil au 6e étage d'un immeuble du centre-ville. La plaque sur la porte indiquait « Mercier et associés, divorce et protection du patrimoine ». Il semblait avoir la cinquantaine, avec un regard perçant mais pas froid, et une voix calme et mesurée, comme si chaque mot était soigneusement pesé. Je lui ai tendu le dossier que j'avais passé 3 semaines à constituer. Relevé bancaire, capture d'écran de transaction, ticket de caisse. Jusqu'à la facture du gâteau d'anniversaire pour une petite fille qui n'était pas la mienne. Grégoire a feuilleté chaque page en hochant la tête. Vous avez fait un travail digne d'une équipe d'investigation financière. Je ne pense pas que nous aurons besoin d'engager un détective privé. J'ai esquissé un faible sourire. Qui a besoin de surveillance quand son propre mari laisse un tel jeu de pistes financiers à chaque étape? Je veux garder la maison, ai-je dit fermement. Il a l'intention de la vendre, et je ne laisserai pas faire ça. Grégoire a incliné brièvement la tête avant de mettre le dossier de côté. La maison est-elle actuellement aux 2 noms? Oui. Mais la majeure partie du prêt immobilier a été payée depuis mon compte. J'ai les relevés. Parfait. Alors nous allons convertir votre part en propriété exclusive grâce à une procédure légale interne et discrète. Rapide, propre et sans bruit. À partir de cette semaine-là, je me rendais au cabinet de Grégoire tous les mardis après-midi après le travail. Chaque rendez-vous était pris au nom de CDB, mes initiales de jeune fille, Camille Dubois. Je ne laissais pas de messages vocaux. Je n'envoyais pas de mails. Toute la correspondance était manuscrite et envoyée par la poste. Comme si je vivais à une autre époque. Mais à cette époque, le secret était encore l'arme la plus redoutable. Je signais chaque document d'une main ferme. Parfois, je me demandais, ma main était-elle aussi assurée quand j'ai signé mon acte de mariage? Octobre est arrivé et le temps s'est rafraîchi. À l'extérieur, Mathieu continuait à jouer le rôle d'un mari normal. Il n'avait aucune idée que la maison qu'il prévoyait de vendre ne lui appartenait déjà plus. J'ai changé le code du coffre-fort. J'ai réorganisé tous nos documents légaux. J'ai envoyé une copie de l'intégralité du dossier juridique dans un coffre bancaire enregistré à mon seul nom. J'ai replacé mes pions. Puis je me suis assise et j'ai attendu mon heure. Et il me l'a offerte. Ce soir-là, quand Mathieu s'est levé lors du repas de Noël et a déclaré avec aplomb qu'il vendait la maison, je n'ai pas été choqué. J'ai eu l'impression de regarder un homme signer sa propre condamnation avec arrogance. Quand il a mentionné Sophie, quand il a parlé de 3 enfants inconnus, quand il a utilisé le mot stabilité pour décrire la vie dans laquelle il essayait de faire rentrer une autre femme, j'ai su qu'il était temps. Personne n'ouvre une enveloppe quand il sent que son contenu pourrait faire voler en éclats tous ses projets d'avenir, et je m'en suis assuré. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une copie du transfert de l'acte de propriété, désormais à mon nom seul. Un relevé détaillé des dépenses de Mathieu, avec des annotations sur chaque transaction impliquant Sophie. Un certificat légal notarié confirmant la séparation des biens matrimoniaux. Et joint à tout cela, un petit mot manuscrit d'une écriture soignée, je n'avais pas besoin de gagner cette maison. Je refusais simplement de te laisser vendre quelque chose que tu n'as jamais totalement possédé. Je m'étais préparé à ce moment pendant 3 mois. Non pas pour me venger, mais pour protéger tout ce que j'avais travaillé si dur à construire. Cette maison, ce n'était pas que des briques et du ciment. C'était l'endroit où Chloé avait fait ses premiers pas. Où Hugo avait appris à jouer de la guitare. Où j'avais accroché une couronne de Noël sur la porte 19 fois, dans l'espoir de maintenir notre famille unie. Mathieu ne faisait plus partie de tout ça. Et il allait devoir en assumer les conséquences. Chaque ligne d'encre noire sur le papier blanc. Mathieu n'a pas ouvert l'enveloppe le soir de Noël. Mais j'ai su, dès l'instant où je l'ai posé sur la table, qu'il ne pourrait pas avaler une bouchée de plus. Cette nuit-là, j'ai entendu ses pas faire les 100 pas en bas. Des pas lourds, hésitants, qui s'arrêtaient puis reprenaient. Ça a duré près de 2 heures. Quand j'ai éteint la lumière pour dormir, l'enveloppe était toujours glissée dans le manteau qu'il avait accroché près de la porte. Mais au matin, elle avait été ouverte. Je le savais car, lorsque je suis entré dans la cuisine pour préparer le café, Mathieu était assis en silence à la table, les yeux injectés de sang,
serrant la pile de documents comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre annuler ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il demandé, la voix rauque. J'ai posé le paquet de café sans me retourner. J'ai protégé ce que tu essayais de jeter aux ordures. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis s'est soudainement levé. Il a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient tellement que l'écran lui a glissé des doigts 3 fois avant qu'il ne parvienne à le déverrouiller. Je l'ai entendu prononcer Sophie dans le silence. « Chérie » a-t-il commencé en essayant de paraître calme. « Pour la maison. Il y a juste un petit contretemps. Les papiers. Ce n'est pas encore finalisé. J'ai versé l'eau chaude. » Je suis restée silencieuse. La voix de Sophie a éclaté à travers le haut-parleur si fort que je n'ai pas eu besoin de tendre l'oreille pour entendre. « Tu m'avais promis. Tu as dit que la maison était à toi. Les enfants ont déjà choisi la couleur des murs, Mathieu. Tu avais dit qu'on emménagerait le mois prochain. » Mathieu a titubé vers une chaise. Des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. « C'est juste un problème de paperasse. Je gère la situation. » « Tu es un menteur » a-t-elle hurlé. J'ai démissionné de mon travail. J'ai refusé une demande en mariage du père de mes enfants pour être avec toi. Et maintenant, tu m'annonces que la maison n'a jamais été à toi. Je ne jubilais pas. Je me suis simplement détourné et je me suis servi une autre tasse. L'appel s'est terminé. Mathieu s'est effondré sur sa chaise. Livide, comme s'il venait de recevoir une assignation à comparaître. C'est à ce moment-là que je suis sorti de la cuisine. Le laissant seul avec les documents qui réduisaient en cendres l'avenir qu'il avait bâti sur des mensonges. Sophie a quitté la ville le lundi suivant. Je l'ai su parce que Chloé l'avait vu charger des valises et 3 enfants dans un SUV de location garé devant le cabinet d'avocat. « Maman » a-t-elle dit, elle pleurait beaucoup. Son visage était trempé. Et papa restait juste planté près du parking. Il ne s'est même pas approché. J'ai haussé les épaules. Chacun est responsable de ses choix, ma chérie. Moins de 2 semaines plus tard, Mathieu a été licencié de son entreprise. La raison officielle était une restructuration interne, mais tout le monde savait. Dès qu'ils ont découvert qu'il avait utilisé la carte de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Et par personnel, ils entendaient Sophie et ses 3 enfants. Il ne restait plus rien pour le défendre. Il a déménagé dans un studio vétuste de l'Est parisien. Le même genre d'endroit dont il se moquait autrefois en le qualifiant d'étroit, sombre et invivable. Sa voiture a été saisie pour défaut de paiement. La Rolex qu'il portait à ses réunions a fini au clou. Chloé et Hugo ont refusé de le voir. Chaque fois qu'il envoyait un texto, Chloé répondait par 3 simples mots, « demande à maman ». Quant à Hugo, quand Mathieu a appelé pour la 4e fois, il a fini par décrocher. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Je veux juste t'expliquer. » »« T'expliquer quoi ? » ?»« Ce n'est pas ce que tu crois. » »« Non, c'est exactement ce que je crois. Tu as choisi une autre famille au détriment de la tienne, et maintenant tu veux revenir comme si de rien n'était. » Mathieu n'a eu aucune réponse. Hugo a ajouté, « Je n'ai pas besoin que tu répares quoi que ce soit. Mais s'il te reste une once de respect pour maman, alors retire-toi discrètement. C'est la seule chose digne qu'il te reste à faire. » Je ne sais pas si Mathieu a reculé à cause des mots de notre fils ou parce qu'il n'avait plus nulle part où aller. Mais après ça, il a disparu de ma vie comme de l'encre sèche effacée d'une page. Les gens qu'il admirait autrefois ont simplement soupiré. Quelques-uns, qu'il avait l'habitude de rabaisser, se sont juste contentés de sourire. Et moi, je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'attendais pas de le voir s'effondrer. Je me souciais seulement que la vie pour laquelle il nous avait échangé se transforme en poussière. J'ai commencé à rénover la maison par un matin de janvier, quand un rare rayon de soleil hivernal traversait la fenêtre de la cuisine, faisant briller la poussière dans l'air comme des paillettes en suspension. Il n'y avait ni décorateur d'intérieur, ni planche de tendance, ni équipe professionnelle, juste moi, un pot de peinture gris-olive et une paire de gants en caoutchouc que j'avais emprunté à Chloé. J'ai commencé par le salon, l'endroit où Mathieu s'asseyait tous les soirs pour lire ses emails, avec ses écouteurs, le visage fermé comme de la pierre. Maintenant, les murs étaient d'un gris doux et apaisant. Les photos de famille que j'avais décrochées 3 semaines plus tôt avaient disparu. À leur place, j'avais accroché 3 toiles abstraites achetées dans une boutique d'artisans locaux.
J'ai condamné l'ancienne bibliothèque du bureau de Mathieu et j'ai transformé la pièce en mon propre coin lecture. Un fauteuil crème, un lampadaire vintage, quelques petites plantes et l'odeur de l'huile essentielle d'orange douce chaque après-midi. Je n'appelais plus ça le bureau. J'appelais ça l'endroit où je pouvais enfin respirer. Hugo est venu me rendre visite un samedi après-midi. Il est entré dans le salon et s'est figé. « Maman, tu as tout changé. » J'ai attrapé la théière d'une main ferme, une chaleur se diffusant doucement dans ma poitrine. Je crois qu'il est temps que cette maison reflète la personne qui y vit vraiment. Hugo n'a pas posé plus de questions, mais ses yeux. Ses yeux m'ont vu comme une femme qui recommençait à vivre, et non plus comme une mère épuisée s'accrochant à quelque chose qui avait pourri depuis longtemps. Chloé vivait à Nantes, en stage dans un cabinet d'architecture paysagère. Elle m'appelait 3 fois par semaine. Chaque appel commençait par « Maman, je viens d'apprendre un truc génial » et se terminait par « Tu me manques tellement ». Elle a dit que grâce à moi, elle avait enfin compris que les femmes n'ont pas à tout endurer pour garder une famille unie. Que les femmes peuvent choisir de penser à elles-mêmes. Et je sais que Chloé continuera de se choisir, à chaque fois avec plus de fermeté et de confiance qu'avant. Je n'ai pas repris le travail tout de suite. J'ai pris 2 mois de congé, la première fois de ma vie sans emploi du temps strict. À la place, j'ai fait du bénévolat dans un centre de soutien pour les femmes, pour aider, écouter et guider celles qui étaient aussi perdues que je l'avais été. Grégoire Mercier, mon avocat, est devenu un ami. Ça a commencé par des appels professionnels, puis par des cafés le vendredi matin. Grégoire n'a jamais posé de questions sur Mathieu, ne m'a jamais pris en pitié. Il me demandait des choses simples. Que lisez-vous cette semaine? Avez-vous replanté le jardin? Aimez-vous le théâtre? Je ne cherchais pas à étiqueter ce que nous avions. Je savais juste qu'à chaque fois que nous parlions, je riais davantage, et je ne ressentais le besoin de ne rien prouver. Ce printemps-là, j'ai remis la plaque sur le portail d'entrée, Camille Dubois. Fini le nom de Laurent. Fini les traces de ces années passées à vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Un jour, j'ai reçu une enveloppe recommandée du tribunal. Mathieu avait officiellement demandé le divorce. Mais cette fois, mes mains n'ont pas tremblé. J'ai posé les papiers sur ma table en bois fraîchement repeinte, je me suis servi un verre de vin rouge et j'ai mis mon disque de jazz préféré. J'ai replanté tout le jardin arrière, celui que Mathieu qualifiait autrefois de perte de temps. J'y ai mis des marguerites sauvages, de la lavande, et même quelques tomates cerises. Chaque matin, je sortais pour les arroser, je regardais les feuilles se balancer sous la brise, et je me sentais renaître. Un après-midi d'avril, alors que je plantais encore de la lavande, Mathieu a appelé. Son numéro s'est affiché, enregistré dans mon téléphone sous le nom Mathieu ne pas répondre. Mais pour une raison quelconque, peut-être par simple curiosité, j'ai décroché. Camille. Sa voix était enrouée, hésitante. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais j'ai besoin de voir les enfants. Je n'ai rien dit. Je veux juste. Je veux réparer les choses. Je sais que j'ai tout détruit, mais s'il y a une chance. Une seule chance de parler à Chloé et Hugo, je ferai n'importe quoi. J'ai levé les yeux vers le ciel. Quelques oiseaux planaient dans le bleu doux. La brise portait l'odeur de la terre humide et de l'huile de menthe poivrée de mon diffuseur sur la véranda. J'ai pris une grande inspiration. Mathieu, tes enfants ne sont plus des petits. Tu ne peux ni les acheter, ni les berner. Ce sont des adultes, et ils savent tout. C'est à eux de décider si tu mérites d'avoir une place dans leur vie. Je sais. Il a marqué une pause. Mais s'il te plaît, peux-tu m'aider? Dis-leur que j'ai changé. J'ai raccroché, sans un mot. 3 jours plus tard, Hugo m'a appelé. Maman, papa m'a envoyé un message. J'étais en train de ranger des livres dans mon coin lecture préféré. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé calmement. Je l'ai déjà fait, a dit Hugo. Je lui ai dit qu'il avait tourné le dos à cette famille. Qu'il n'avait pas le droit de revenir comme si de rien n'était. Il n'est plus quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je me suis assise, la main posée légèrement sur mon genou. Je suis fier de toi. Hugo n'a rien dit, mais je pouvais entendre sa respiration, lente et régulière. Chloé a répondu à Mathieu par un court message, quand tu as regardé maman tomber, tu n'es pas revenu pour la relever. Alors ne fais pas semblant de t'inquiéter maintenant qu'elle tient debout toute seule.
Je ne sais pas comment Mathieu vit aujourd'hui à l'autre bout de la ville, mais j'ai entendu quelques bruits de couloir. Que son travail lui était passé sous le nez, qu'il avait été rejeté pour la plupart des postes de cadre moyen en raison de problèmes de confiance financière. Que Sophie avait refait sa vie avec un dentiste cette fois. Stable. Gentil. Il loue un vieil appartement dans les quartiers sud, prend le bus pour aller travailler et est constamment en retard sur ses factures. Une femme de mon groupe de bénévoles m'a dit l'avoir vu une fois faire la queue dans un magasin discount, l'air maigre et perdu. Elle n'était pas sûre que c'était lui jusqu'à ce qu'il se retourne et fasse un signe de tête maladroit. Je n'ai ressenti aucune satisfaction malsaine. C'était juste comme ça. Ces jours-ci, je me réveille avec l'odeur du café frais. J'arrose mon jardin. Je discute avec Grégoire au café du coin tous les vendredis. Chloé m'envoie des photos de son premier projet de jardin partagé à Nantes. Hugo vient d'être promu chef d'équipe dans son entreprise de la tech à Lyon. Notre famille n'est pas complète au sens traditionnel du terme, mais elle est entière à notre façon. Je pensais autrefois que la vengeance consistait à faire souffrir quelqu'un 100 fois plus, mais non. La vraie vengeance, c'est de vivre si bien qu'ils n'ont plus la moindre place dans votre vie pour vous blesser à nouveau. Une fois, en buvant son expresso, Grégoire m'a dit, « Camille, tu n'as pas seulement survécu, tu t'es métamorphosé. » J'ai ri. Je n'aime pas le mot métamorphosé. Je n'ai pas eu besoin de devenir quelqu'un de nouveau. J'ai juste eu besoin d'être pleinement moi-même, sans avoir à demander la permission. Cet été-là, Chloé, Hugo et moi avons organisé une petite fête dans le jardin. Sans raison particulière, juste pour célébrer une belle journée. Entouré par les fleurs, j'ai regardé les rires de mes enfants danser avec le coucher du soleil. Et à cet instant précis, tout semblait paisible. Mon histoire n'est pas celle d'une trahison. C'est l'histoire de la façon dont une femme a repris le contrôle de sa vie après avoir eu le cœur brisé. Je croyais qu'il fallait se sacrifier pour maintenir une famille unie. Mais la vérité, c'est que lâcher prise au bon moment demande bien plus de courage. Le bonheur ne vient pas du fait de supplier quelqu'un de rester. Il vient de la construction d'une vie où l'on n'a jamais à demander la permission d'être soi-même. Et parfois, ce sont nos pertes qui finissent par laisser assez de place pour que la liberté puisse commencer.